Bonjour à toutes et à tous. Je filme aujourd'hui ma première vidéo consacrée à une autrice, une poétesse plus exactement, qui a été ma grande découverte de ce début d'année en poésie. Et il se trouve que c'est une poétesse dont je n'avais absolument jamais entendu parler avant de la lire. Il est fort probable que vous non plus, vous n'ayez jamais entendu parler d'elle parce qu'elle n'est que peu connue et peu publiée en France. Je vais pas faire durer le suspense, vous l'aurez vu au titre de la vidéo, cette poétesse, c'est Helena Schwartz. C'est une écrivaine qui a grandi en URSS. Elle est née à Leningrad en 1948, donc pas très longtemps après la Seconde Guerre mondiale. Leningrad, si vous ne saviez pas, c'est Saint-Pétersbourg en fait. Et c'est une ville qui a subi un siège absolument atroce pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc elle va grandir dans cette ville qui est marquée par la guerre et aussi dans une famille qui est marquée par la répression stalinienne. Sa mère l'élève seule, c'est une mère célibataire, elle l'élève seule. Et donc sa mère avait un père qui est mort avant la naissance d'Helena Schwartz parce qu'il a été assassiné en fait pendant les grandes purges donc en 1937. C'était un militant du Bund, un parti socialiste juif, qui a donc été décimé pendant cette période-là. Elle ne le sait pas en grandissant, mais voilà, elle va vivre dans cette famille donc, qui est marquée. Elle va aussi avoir la chance de grandir dans une famille où on va lui donner une solide éducation artistique. Sa mère notamment est directrice littéraire au théâtre du Bolchoï, donc elle a une culture littéraire assez importante. Et elle va la transmettre à sa fille, qui va donc recevoir une éducation assez classique. Mais on en reparlera, je pense, sur les influences littéraires, éducation littéraire et artistique d'Helena Schwartz. Elle a commencé à écrire très jeune, donc dès l'adolescence, elle décide de se consacrer à la poésie. Mais très clairement, cette poésie ne peut pas être éditée et publiée en URSS parce que ne correspondant pas du tout à ce qui est accepté à cette époque. Elle ne va donc pas pouvoir vivre de sa poésie, elle ne va même pas pouvoir être publiée, mais elle va vivre donc de traduction, parce qu'elle est polyglotte. Assez vite, elle s'intègre dans les cercles littéraires dissidents de Leningrad. Elle est très vite reconnue pour son talent. Et ses poèmes vont donc être transmis et diffusés grâce aux samizdat. Donc les samizdat, c'est des textes manuscrits ou à la machine qui sont transmis de main en main. Donc c'est comme ça que se lisaient beaucoup de livres, de poèmes qui étaient écrits à cette époque et qui n'étaient donc pas publiés. Elle va être aussi publiée à l'étranger dans des revues russes, donc en russe mais en Europe occidentale. Malgré le fait qu'elle n'ait pas publié, elle est donc très vite reconnue pour son talent dans les cercles littéraires de Leningrad qui finissent par prendre une telle ampleur que la direction culturelle de la ville va proposer un arrangement, c'est-à-dire va proposer la création d'un club officiel pour réunir donc tous ces talents qui ne sont absolument pas publiés et qui n'ont absolument pas accès à la presse, l'édition et la scène littéraire officielle. C'est donc en 1980, c'est la création du Club 81, comme l'année évidemment, qui est assez controversé parce que c'est bien sûr une porte d'entrée vers une reconnaissance et vers une publication, mais c'est aussi un risque de compromis avec le régime qui censure toujours les artistes. À partir de ce Club 81, on va avoir une première publication d'une revue qui va donc rassembler beaucoup de ces auteurs et autrices. Il faudra quand même attendre 1985, donc la revue Krug, c'est-à-dire le cercle. Dans la première revue, Helena Schwartz va publier 3 poèmes. Elle devra ensuite attendre 4 ans de plus pour pouvoir être enfin publiée, avoir un livre publié, donc un recueil de poèmes en 1989.
On connaît la suite, effondrement de l'URSS, ce sont des années très difficiles. Encore plus pour Elena Schwartz du fait qu'elle va perdre sa mère en 1998, donc sa mère dont elle était très proche, elles ont vécu dans la même ville pendant des années et des années. Et aussi beaucoup de ses amis s'exilent à l'étranger. Malgré cela, elle va enfin pouvoir, grâce à l'effondrement de l'URSS, voyager à l'étranger. Et elle va être invitée dans de nombreuses grandes villes comme Londres, New York, Paris, pour parler de son œuvre, parler de sa poésie. Et c'est quelque chose qu'elle va énormément apprécier. Sa destination préférée, ça va être l'Italie. Elle va aller à Rome, elle va aller à Venise, elle va faire une résidence dans la Villa Médicis, donc c'est effectivement très prestigieux, donc c'est une vraie reconnaissance pour elle, en dehors de ce cercle de Leningrad. Malgré tout, la fin de sa vie reste difficile. En 2004, son appartement brûle. Son appartement à Saint-Pétersbourg brûle. Elle perd ses livres, elle perd ses souvenirs, elle perd ses écrits. En plus de ça, elle est très isolée. Beaucoup de ses amis sont morts ou à l'étranger. Et elle a des problèmes de santé assez importants dus à une consommation d'alcool qui date de sa jeunesse. Donc elle a vraiment bu toute sa vie et elle finit par en mourir en 2010. Depuis, elle est tombée dans l'oubli. En France, il n'y a que 2 recueils de ses poèmes qui sont édités, dont un qui est difficilement trouvable. Et le deuxième, c'est celui que j'ai pu lire, que j'ai eu la chance de lire grâce aux recommandations de ma mère. Donc ce poème, c'est celui-ci. Donc Élégie sur une radiographie de mon crâne, qui est édité chez Léo Fon, et qui est malheureusement très moche, on va pas se le cacher. Mais qui a un excellent recueil de poèmes à part ça, qui va rassembler sa poésie tout au long de sa vie. Donc on a les premiers qui sont écrits dans les années 1970 jusqu'aux derniers donc dans les années 2000. Donc c'est vraiment un recueil qui rassemble beaucoup de poésies différentes de son œuvre et qui donne donc vraiment à voir tout ce qu'elle a été capable de, enfin une grande partie de ce qu'elle a pu faire et écrire. Elena Schwartz, elle a eu une solide éducation littéraire classique et musicale aussi. Et on peut retrouver, elle cite des grands noms donc, de la poésie russe. Alors, évidemment, Pouchkine, incontournable, mais aussi des plus contemporains comme Tsvetaeva ou Mandelstam, et moins connus en France, mais on a Relevnikov ou encore Kuzmin. Elle connaît aussi de la poésie, des auteurs classiques d'Europe occidentale, donc Goethe, Thomas Mann, Rimbaud, etc. Mais là où elle va vraiment se distinguer, c'est ses inspirations religieuses. C'est très présent dans sa poésie, même s'il y a des poèmes où ça ne transparaît pas, mais elle a une poésie qui est très influencée par le spirituel et le religieux, et elle a une connaissance des textes religieux classiques, de la Bible, mais aussi de la Kabbale, parce qu'elle est très mystique, en tout cas dans ses poèmes. Sa vie, je n'en sais rien. Elle s'inspire aussi des mythologies grecques, des mythologies hindoues, bref, tout ce qui touche à la religion ou au spirituel l'intéresse tout particulièrement. Avec en premier lieu quand même le christianisme, c'est bien son inspiration principale, ça se ressent assez fortement. Elle n'est pas orthodoxe pour autant, et ce n'est pas du tout une poésie religieuse classique, c'est plus une poésie mystique, empreinte de spiritualité. Là-bas, au-delà des étoiles, demeure un vieillard enfant ailé à l'œil unique. Mourant, il pose sous sa langue l'hostie brûlante du soleil. C'est une poésie aussi extrêmement lyrique, extrêmement rythmée. Donc la langue russe, c'est une langue qui est comme l'anglais, qui a un rythme, qui a des accents, et qui a une poésie classique qui est basée sur ces rythmes, donc sur une rythmique plus que sur des syllabes comme la poésie classique française, où on va avoir un nombre de syllabes. Voilà, je ne suis pas une grande spécialiste, mais voilà, d'après ce que j'ai pu comprendre,
La poésie russe, c'est une poésie qui est très basée sur le rythme. Et si Lena Schwartz s'éloigne de la poésie classique, ça se retrouve quand même toujours dans sa poésie, cette grande attention au rythme. L'oiseau a chanté, comme si on avait tourné 3 fois la clé. Et le soleil a expiré et inspiré son éclat dernier. L'oiseau s'est tu, comme si on avait tourné le tollé de l'avion brisé. C'est au vert galant, le soleil se couchait, là où lentement brûle la Jacques de Molay. C'est une poésie aussi qui est très imagée, qui a des images très surprenantes. C'est une poésie fantastique, qui est extrêmement... comment dire, qui est pleine de métamorphoses et de chimères et de juxtapositions surprenantes. Et notamment, là par exemple, je parlais de spiritualité, mais c'est pas du tout des textes qui sont dans l'élévation, dans le... Il n'y a pas du tout d'opposition entre le divin et le matériel. C'est vraiment des choses qui sont juxtaposées. On va retrouver donc, des éléments donc, qui viennent du christianisme et qui vont, ou de la mythologie, des mythologies, et qui vont côtoyer des éléments du quotidien. On peut se retrouver à parler donc, de mythologie grecque et à mentionner le téléphone ou des usines ou voilà, des éléments vraiment du quotidien. Les fleurs ont fleuri d'horreur, même alors qu'il gelait. L'antéchrist marchait dans le ciel, parmi nuages et étoiles. Il se mit à descendre, et il grandissait à vue d'œil. Il avançait dans un fin rayon bleu. Des hélicoptères l'escortaient, fidèles comme des caniches, et la foule était à genoux et se signait dans les ténèbres. Il était proche. Un froid éternel s'écoulait de ses yeux. Il paraissait de bois, peinturluré, créature incréée. Non, ce n'est pas toi qui pour nous est monté sur la croix. Mais d'un geste précis, régulier, il touchait les têtes inclinées. Le vent emporte tout vers l'ouest, par le chemin des ombres. Les points cardinaux ont blessé l'espace en croix. Sur ce sol qui se déchire et craque, comment rester debout? Mieux vaut fuir vers les cieux. Là-bas, à l'Occident, où Perséphone blême, désespéré contemple un téléphone. Où des ombres et des fragments d'ombre souffrent et hurlent. Là-bas, un seul grain de grenade assouvira ta faim. Et on retrouve aussi énormément la ville de Leningrad, qui est sa ville, qui est pour elle une ville de poésie, puisque c'est la ville où elle s'est consacrée à la poésie et où elle fréquentait énormément de poètes et de poétesses. Mais c'est aussi une ville qui est décrite sans tendresse. C'est une ville qui est sinistre, qui est peuplée de morts, de terrains vagues, d'usines, qui côtoient les grands monuments et les grandes avenues. Derrière la gare de la Baltique, il y a un terrain hirsute, comme si la ville se fuyait elle-même. Comme si la peine ici l'avait rattrapée, la maladie, et qu'elle était rompue et couverte d'ulcères. Une usine dégage une poussière grasse de moelle d'os qui saupoudre ivret et chien-dent, la flore de Saint-Pétersbourg. Donc c'est une poésie qui est vraiment très originale dans ses alliances, ses influences, presque surréalistes, j'ai envie de dire, et qui tombe rarement dans les clichés. Il y en a quelques-uns parfois, quelques orientalismes, voilà, la gitane qui lit dans les lignes de la main, mais c'est très rare, c'est quand même une poésie qui reste extrêmement originale, en tout cas comparée à ce que moi j'ai pu lire auparavant. Voilà, pour illustrer, j'aurais mis quelques extraits de poèmes, pas des poèmes entiers parce que je ne veux pas diffuser sa poésie, enfin voilà, droit de propriété intellectuelle, voilà, je ne veux pas diffuser des poèmes en entier alors qu'ils ne sont pas accessibles en ligne. Orphée redescend aux enfers, vers l'incendie souterrain. Sans répit il gronde en sourdine. Orphée descendait rechercher son amour. Mais elle, simple salamandre, filet translucide et vide, glissant entre ses doigts. Des reflets humides miroitaient en son centre. Vite, il l'avala. Et il voulut la ramener sur la terre amère. Mais elle, tourbillon de feu, lui échappa, bondit hors de son front, pour s'allier dansante aux flammes. Orphée rentra dans son pays, où tous les éléments sont égaux entre eux, où chacun se rebelle contre chacun, puis aussitôt se résigne.
Depuis lors, une étrange brûlure a tourmenté son cœur. Là-bas, transparente salamandre, toi, Eurydice, tu danses. Voilà, c'est vraiment, je ne sais pas si j'ai réussi à, à montrer mon enthousiasme, mon amour pour cette poésie. Je l'ai relu, parce que je l'avais lu en début d'année, je l'ai relu quelques poèmes pour cette vidéo. Et vraiment, ça me touche énormément, ça me parle énormément. Et je suis extrêmement déçue qu'on n'ait pas plus de poésie, de poèmes qui sont accessibles en français, parce qu'évidemment, je ne parle pas du tout russe, je ne lis pas du tout russe. Donc j'espère sincèrement, enfin j'espère vraiment que elle sera plus traduite dans les années à venir. Voilà, toujours respect. Le défunt peuple de Saint-Pétersbourg nage à petits flocons parmi les vivants, s'engouffre dans les filets en pêches nombreuses, tout en haut de tes ruelles. Le désastre ici a passé toute mesure. Me voici, marchant au fond de l'eau, et à travers mes côtes se faufilent, tels des alevins, cochers et cousettes, mouchards, concierges. Je vous mettrai aussi un lien en barre d'infos pour pouvoir lire deux de ses poèmes en anglais, si vous lisez l'anglais. Comme ça, vous pourrez voir un peu plus ce qu'elle a écrit. J'espère que ça vous aura donné envie de la découvrir. Et n'hésitez pas, vous, à me dire quelles ont été vos dernières grandes découvertes en poésie. Je suis toujours curieuse de savoir. Et j'espère vous retrouver très prochainement.